Bienvenue sur InfraEDEV. Je suis Mamoudou Bokoum, votre hôte dans ce podcast dédié aux enjeux, défis et opportunités de développement des infrastructures en Afrique. Aujourd'hui, nous continuons notre discussion sur la voie à suivre pour le développement des infrastructures de transport en République démocratique du Congo. Ce 16e épisode est donc la deuxième partie de notre entretien avec Bodom Matungulu. Nous y apportons les réponses aux questions clés suivantes. Quelles réformes majeures pourraient aider à développer le secteur routier en RDC? Quelles recommandations préconise le think tank RDC Stratégie pour le développement du sous-secteur ferroviaire? Comment rendre le sous-secteur portuaire et transport fluvial et lacustre plus performant en RDC? Quelles interventions majeures aideraient à améliorer la compétitivité du sous-secteur aérien à RDC? Comment venir à bout des enjeux et défis pour le développement du sous-secteur transport urbain dans un pays avec un grand taux d'urbanisation comme la RDC? Notre invité Bodom Matungulu, conseiller technique au sein du cabinet du conseil spécial en charge d'investissement de la RDC, nous aide à répondre à toutes ces questions. Bodom préside également le think tank RDC Stratégie qui est très actif dans la production intellectuelle pour accompagner les acteurs publics dans la mise en place des stratégies de développement. Il est un ingénieur et expert de haut niveau en stratégie de développement des infrastructures de transport. Après quelques années d'expérience en Occident, il a décidé de venir en soutien à son pays dans les ambitions de la RDC d'aller vers l'émergence. Et j'aimerais bien aller un peu dans vos recommandations sur les différents modes de transport, naturellement. Pourriez-vous nous partager un peu quelques recommandations majeures pour le développement du secteur routier? Alors, sur les différents modes de transport, surtout dans le cadre des transports routiers, aujourd'hui, parmi les recommandations que nous avons eu à suggérer, en fait, il y a au niveau en fait du gouvernement et du Parlement, nous avons demandé à ce que l'on puisse augmenter et améliorer les décaissements des améliorations des allocations budgétaires de l'État, afin d'espérer d'atteindre le seuil minimum de 4% du PIB à l'horizon, disons, dans le jour qui vient. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les études l'ont démontré que pour arriver à avoir des résultats escomptés dans le secteur des infrastructures, il faudrait au moins que tout ce qui est allocation budgétaire dans ces secteurs puisse être au minimum 4% du PIB. Parce que actuellement nous sommes à peu près à 0,40% d'allocation budgétaire au niveau du secteur des infrastructures de transport. Donc, l'amélioration, il faudrait qu'il y ait d'abord cette amélioration. Et vous avez aussi, aujourd'hui, il faudrait améliorer la programmation des investissements et surtout la gestion de l'entretien routier, notamment par la mise en place d'une base de données routières unique. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous parcourez un peu le service, chacun a ses kilomètres de route qui doit être réhabilité, qui doit être construit, tout cela. Il faudrait qu'il y ait cette base de données unique où on connaît un peu ce qui doit être fait. Et cela passe aussi par la création d'un fonds spécial d'investissement routier qui va permettre d'investir en fait dans la modernisation des infrastructures routières et autoroutières grâce à des taxes, par exemple sur le produit pétrolier. Cette taxe est déjà aujourd'hui perçue par le fonds d'entretien routier, donc 40% peut être affecté à ces fonds, parce qu'il n'y a pas que l'entretien à faire. Nous avons aussi la modernisation de certaines routes qui doivent s'adapter aujourd'hui au développement démographique et aussi aux besoins économiques
que le pays est en train à aujourd'hui. Alors, cela aussi va permettre de développer le sous-secteur routier en assurant en fait la garantie des projets routiers dans la mobilisation de ressources financières considérables. Et on peut l'utiliser aujourd'hui comme en même temps un asset qui va nous permettre de pouvoir capter des financements dans ces domaines. Et surtout aujourd'hui, avec la transformation aussi, il faudrait transformer le Fonds national d'entretien routier, un fonds routier de deuxième génération. Et je crois que les critères classiques d'un fonds de deuxième génération qui ont été donnés par le programme de politique des transports en Afrique et la déclaration d'Accra de 2006 le précise très bien, où il faudra avoir en même temps un solide fondement juridique, donc avec une administration d'abord autonome du fonds routier en termes de législation, réglementation qui doivent être claires. Vous avez un contrôle strict de ces fonds, où vous avez un conseil d'administration qui doit être à large base avec en même temps des privés qui sont, disons, représentés et les publics. Et entre autres aussi, ce fonds de seconde génération se caractérise aussi par la viabilisation en fait du financement intégral des dépenses d'entretien routier, en accordant une grande attention à la définition des priorités, à la réduction surtout des coûts unitaires et surtout aussi à la motivation des agences routières et surtout encore la mise en place de ce que l'on appelle des contrats de performance avec des entreprises privées pour l'entretien routier. Et c'est à travers des contrats de type GENIS, donc de GENIS qui veut dire en fait gestion de l'entretien routier par niveau de service. Donc l'objectif sera en fait de permettre à l'administration routière de réduire les coûts, les délais de préparation et surtout de limiter le nombre d'appels d'offres en recourant aux contrats pluriannuels. Et ça, c'est parmi en fait de facteurs qui aujourd'hui, lorsqu'on le met en place, cela va nous permettre de pouvoir avoir un secteur routier bien développé. Merci, Bodom. C'est très clair. Hein. Il y a clairement un besoin aujourd'hui de déjà avoir une approche programmatique beaucoup plus avancée quand il s'agit de développer le secteur routier. Il y a un besoin de mieux entretenir ces routes-là et ça passera forcément, donc, comme vous le suggérez, par une réforme du fonds d'entretien routier actuel pour en faire un fonds de deuxième génération avec une adaptation également des modes contractuels à travers des modèles comme le GENIS. Mais au-delà de ce fonds également, vous suggérez effectivement de mettre en place un fonds d'investissement pour moderniser les infrastructures routières. C'est clair et net qu'avec ces recommandations-là, il y a un moyen aujourd'hui d'améliorer significativement le sous-secteur routier. On va venir peut-être à vos recommandations sur le secteur ferroviaire. Qu'est-ce que vous suggérez aujourd'hui pour le secteur ferroviaire? Oui, concernant le secteur ferroviaire, vous savez, on a, je pense, le troisième réseau le plus long en termes de longueur de l'Afrique, avec à peu près aujourd'hui 5000 kilomètres du réseau ferroviaire. Et ces réseaux aujourd'hui, en termes de recommandations, nous voulons faire du sous-secteur ferroviaire un élément clé de l'intégration du transport au niveau national, en articulation et en complémentarité avec les autres modes de transport. Je vois par là le transport routier puis fluvial. Avant de pouvoir penser, disons, à l'intégration aux corridors internationaux. Parce qu'il faudrait d'abord interconnecter les réseaux nationaux. Comme je le disais, on a à peu près 5000 kilomètres de voies, mais dans les 5000, vous avez 3 réseaux différents qui ne sont pas connectés. Donc aujourd'hui, il faut penser à cette interconnexion nationale,
arriver à uniformiser en fait l'écartement et les types de rails. Vous avez chaque réseau avec son type d'écartement et aussi avec des rails qui ne sont pas uniformes. Certains sont des rails de 30, 33 kg, 40 kg, 50 kg. C'est déjà un grand défi. Et surtout, opter pour la mise en écartement standard pour le nouvelle ligne. Ça, c'est les recommandations que nous avons eu à faire. Vu le développement que nous avons dans les secteurs, s'il faut passer à des nouvelles lignes, pour les nouvelles lignes, il faudrait que nous puissions aller, disons, à cet écartement. Alors, arriver aussi comme autre recommandation, cela nous amène à formuler donc une autre recommandation qui est de maintenir un opérateur ferroviaire unique sous le contrôle de l'État. Parce que l'unicité du réseau ferroviaire aujourd'hui en RDC s'impose. On doit se doter d'un réseau ferré unique et moderne par la fusion en fait de 3 réseaux existants et qui vont en fait épouser les 4 corridors de flux de personnes et de marchandises qui vont de l'ouest, du nord-ouest, nord-est et du sud-est. Et arriver à faire en sorte disons cette opération de pouvoir maintenir un opérateur unique va nous amener à repenser et à récapitaliser en fait les entreprises étatiques qui existent déjà et surtout amener un assainissement avec la possibilité d'introduire des partenaires et des investisseurs privés dans le capital en fait de ces projets. Et parmi les recommandations pour nous permettre de pouvoir aller très loin et de pouvoir changer la donne dans les secteurs ferroviaires, c'est d'élaborer aujourd'hui une loi d'orientation ferroviaire. Cela aura en fait pour finalité de pouvoir, dans ces dispositions, définir les principes de gouvernance du sous-secteur des transports ferroviaires, surtout les réformes à conduire par l'État pour assurer surtout les investissements nécessaires à la fiabilisation du réseau et au développement du transport ferroviaire et arriver à définir les modèles économiques idoines dans le cadre d'un marché ouvert aujourd'hui à la concurrence et à sa régularisation, afin de veiller surtout sur une concurrence loyale, parce que nous aimerons amener des privés sur le réseau ferroviaire qui va relier les différents pôles économiques du pays et avec les différents ports, surtout le nouveau port que nous aurons, le port à eau profonde. Et surtout, arriver surtout dans ce qu'on est en train de faire, définir dans cette loi d'orientation la notion en fait des services publics. Donc, où il ne faudrait pas que nous puissions sacrifier en fait la partie voyagère au détriment de la partie qui est la plus économique, qui est en fait le fret ferroviaire. Voilà un peu en termes de recommandations le principal en fait que je peux relever pour la partie ferroviaire que nous avons pu évoquer dans la voie à suivre, le document qui a été produit en fait et qui renferme des recommandations. Merci Bodom. Le ferroviaire comme un mode facilitant l'intégration multimodale. Le ferroviaire aussi pour essayer de mieux desservir la plupart des endroits aujourd'hui, aussi servir de mode de désenclavement. Mais j'entends aussi que vous pensiez effectivement à aujourd'hui un opérateur unique pour tous les réseaux ferroviaires. Certainement, ceci sera encore poussé dans le cadre des études de faisabilité des différents projets pour voir quelle est la meilleure manière de structurer ces différents projets-là, mais surtout une loi d'orientation qui clairement donne le boussole. Je pense que ceci, effectivement, est très important à avoir, avant même de s'engager sur un quelconque projet, avoir une loi d'orientation qui montre clairement la volonté aujourd'hui, la vision, l'ambition. On va en venir peut-être aux autres modes. Vous avez également fait des recommandations pour le sous-secteur portuaire et de transport fluvial et lacustre. Peut-être qu'il y a moyen également de partager quelques éléments avec nous pour ce mode.
Oui, du point de vue portuaire, euh, parmi les recommandations qui ont été évoquées dans le cadre du document que nous avons eu à produire, il y a d'abord la mise en place d'une autorité portuaire nationale. Parce qu'aujourd'hui, c'est très important de pouvoir aujourd'hui avoir une autorité qui aura en fait pour mission de pouvoir assurer un peu les opérations et la gestion du domaine public portuaire et surtout arriver à définir parce qu'aujourd'hui nous sommes en train d'aller dans un processus de mise en concession portuaire et c'est à l'autorité portuaire qui reviendra en fait ces mandats, cette mission d'octroyer, de suivre les concessions, des autorisations des occupations de sol et surtout aujourd'hui veiller sur tout ce qui est le respect des règles de sécurité et d'exploitation prévues par la législation et les réglementations en vigueur. Donc, il va essayer d'œuvrer aussi pour l'amélioration de la qualité des services, de la sécurité des opérations portuaires et surtout à la réduction des coûts de passage, des coûts logistiques. Ça, c'est un élément important. Et vous avez aussi, parmi les recommandations, nous avons estimé qu'il faudrait que nous puissions avoir, disons, une stratégie de développement portuaire cohérente des ports maritimes en RDC. Élaborer une stratégie de développement de ces ports maritimes. La stratégie, en fait, de développement du secteur portuaire national doit s'inscrire dans une vision globale qui devra en fait tenir compte de nouveaux défis inhérents aux mutations que connaît les cadres macroéconomiques mondiaux en général et surtout dans le domaine du transport maritime en particulier. Toutes ces mutations que nous sommes en train de connaître aujourd'hui dans les secteurs portuaires. Nous avons des fusions, nous avons des rachats. Je prendrai les cas aujourd'hui du rachat en fait de Bolloré par MSC et qu'aujourd'hui vous avez MSC qui vient pour la concession portuaire du terminal à conteneurs de Matadi et que de même dans le même registre nous avons le développement de notre port en eau profonde avec DP World. Cela va demander à ce qu'il y ait une stratégie portuaire claire pour permettre à ce qu'aujourd'hui que nous puissions voir comment mettre en place une politique d'investissement ambitieux, surtout volontariste, qui va viser à assurer, disons, un saut en qualitatif au secteur portuaire national et améliorer surtout la compétitivité des échanges extérieurs du pays. Donc, et cela doit se traduire en fait par une stratégie bien précise et aussi claire par rapport à cela. Et arriver, cela aura comme conséquence, entre autres, c'est de créer en fait une offre portuaire de niveau international, tout en définissant aujourd'hui les opportunités que nous aurons avec les différents ports que nous avons en termes de performance logistique et de la modernisation, disons, de ports qui existent déjà. Et surtout aujourd'hui, dans les secteurs fluvial, arriver à rétablir et à maintenir la navigabilité des différents actes fluviaux. Parce qu'aujourd'hui, il est nécessaire de rétablir ces conditions de navigabilité, surtout en poursuivant les actions de dragage et de balisage. Et cela va demander à ce que l'on puisse arriver à acquérir, entre autres, par exemple, des balisères multifonctions. C'est tout un processus qu'il faut mettre en place. Et comme conséquence, il y aura en fait aujourd'hui, parce que la RDC, lorsque
vous arrivez à considérer aujourd'hui la RDC en termes logistiques, nous fonctionnons dans la multimodalité. Et c'est très important pour que l'arrière-pays puisse être en contact, parce qu'on est à peu près, on peut se dire qu'on est un pays semi-enclavé, juste avec 40 kilomètres de flanc maritime et avec tout un ensemble, un écosystème de l'arrière-pays qui ne fonctionne n'est en contact avec la sortie qui est par le fleuve. Donc, c'est un rôle important que devra jouer le secteur fluvial aussi. Et nous le considérons toujours comme étant une autoroute naturelle que Dieu a donnée à la RDC. Merci beaucoup. Je pense que c'est très clair, une stratégie nationale portière pour avoir des investissements beaucoup plus cohérentes, beaucoup plus complémentaires, même si on veut dire, en prenant en compte surtout ces grands projets, notamment le pôle portière de Matadi, le futur port de Banana, tous ces investissements-là, effectivement, il faudra s'assurer qu'il y a une cohérence, qu'il y a une complémentarité, que ça répond très bien aux intérêts stratégiques de la RDC, mais aussi une autorité portière forte. Qui viendrait là effectivement rendre tout ça là possible avec on va dire une voie fluviale qui viendrait finalement jouer pleinement son rôle. On va finir peut-être par le dernier mot. Je disais que vous avez été assez complet dans votre rapport. Vous avez également fait des recommandations pour le sous-secteur aérien. Voulez-vous partager un peu ces recommandations également? Oui, dans le secteur aérien, comme recommandation, parmi ce qui a été présenté, nous avons entre autres, aujourd'hui, c'est de faire du transport aérien un moyen de transport primordial pour le désenclavement du pays. Vous savez, la grande taille de la RDC et les distances entre les villes font du transport aérien un mode particulier et surtout adéquat pour assurer la continuité territoriale pour l'ensemble de la population et des activités économiques. L'objectif est ici d'accélérer en fait le développement économique des villes secondaires, et de favoriser la mobilité des acteurs économiques et surtout de soutenir ces rapprochements sociaux entre les différentes populations de 26 provinces que compte la RDC. Parce que l'absence en fait des alternatives par les autres modes ou la mauvaise qualité du réseau de transport terrestre aujourd'hui justifie en fait la nécessité de proposer une offre de connexion aérienne dense et surtout fréquente pour assurer la cohésion du territoire. Parce qu'en fait, on a plus la facilité aujourd'hui dans la mise en œuvre de projets d'aller plus vite avec la construction d'un aéroport, avec une piste qui peut être construite rapidement, que de pouvoir construire une route ou bien un chemin de fer. Et nous pensons que le point de départ pour permettre vraiment de connecter les différentes villes de ces pays continents, l'aérien peut jouer un rôle important pour jouer en fait ce rôle de cohésion sociale. Alors, comme deuxième recommandation que nous pouvons tirer de l'ensemble de recommandations qui ont été faites dans le secteur aéroportuaire, ici nous avons aussi formulé une recommandation de manière à ce que l'on puisse repositionner la RDC au cœur du trafic aérien régional et optimiser la connectivité avec l'international. Parce qu'en fait, la position géographique de la RDC qui est au cœur de l'Afrique, lorsque vous observez bien la carte de l'Afrique, fait d'elle un espace potentiel de connexion avec les hubs régionaux. On peut facilement jouer ce rôle de hub, surtout pour l'Afrique, entre l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud, entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest. Et il faut donc une politique de type hub qui devrait être envisagée en fait pour l'aéroport international de Njili,
appuyé surtout par une tarification aéroportuaire incitative. Et ça, c'est un élément important. Vous avez aussi, aujourd'hui, on peut faire bénéficier de la RDC des connexions avec les centres des décisions économiques mondiaux, Londres, New York, Shanghai, pour développer en fait des partenariats économiques. Parce qu'aujourd'hui, lorsque tu as un RDC que tu veux te rendre à Washington ou bien à New York, à Londres, t'as pas un vol direct. Il faut passer soit par Paris, soit par Bruxelles. Et même lorsque vous voulez vous rendre à Shanghai, à Tokyo, ailleurs, donc il n'y a pas de vol direct. Et la position géographique de la RDC aujourd'hui lui donne en fait cette possibilité de pouvoir prétendre être ces hubs au centre de l'Afrique qui va permettre à ce que nous puissions développer ces types de lignes, des liaisons, de connexions à partir de la RDC. Voilà un peu, de manière un peu plus concise, les recommandations qui ont été faites dans le cadre du sous-secteur aéroportuaire. C'est clair que l'aéroportière est important pour plusieurs pays, mais à plus forte raison, la RDC, un pays de plus de 2,3 millions de kilomètres carrés, c'est clair et net qu'aujourd'hui, l'aéroportière doit jouer un rôle déterminant pour assurer la connexion entre les différentes villes. Mais au-delà de ça, j'entends bien cette ambition de devenir un hub aéroportière et qui se justifie quelque part aussi par une position centrale en dehors d'être un grand pays. Voilà aussi des recommandations effectivement qui déclinent clairement des ambitions de devenir un pays émergent à l'horizon 2040. J'en viens effectivement également au transport urbain. On sait qu'aujourd'hui la RDC est quand même dispose, on va dire, d'un mégapôle avec Kinshasa qui a plus de 10 millions d'habitants. Et j'imagine que ça a été au cœur de la réflexion. Est-ce que vous pouvez partager un peu qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui pour le développement du sous-secteur transport urbain? Merci beaucoup, Mamoudou. Vous savez, comme vous venez de l'évoquer, Kinshasa est une mégapôle parmi les mégapoles d'Afrique et surtout du monde. Parce que déjà à l'horizon de 2030, ça sera plus de 30 millions d'habitants dans la capitale de Kinshasa. Du coup, il y a le problème de la mobilité urbaine qui existe déjà, qui va encore devenir plus grave si rien n'est fait maintenant. Donc, et ça a été aussi, disons, parmi les réflexions que nous avons eu à mener. Nous avons surtout la chance de posséder en fait un cadre des réflexions déjà dans le secteur de la mobilité urbaine. Parce que il y a un plan qui a été élaboré, un plan de développement des transports de la ville de Kinshasa qui a été élaboré avec l'aide de la JICA, la coopération japonaise, et qui définit en fait les différents modes de transport, surtout des masses qu'il faudrait mettre en place, en passant par le Mass Rapid Transit, la mise en place des réseaux BRT, des routes de contournement et des autoroutes urbaines. Alors, la seule chose qui reste aujourd'hui, c'est l'opérationnalisation en fait de ce master plan. C'est ce qui pose problème depuis 2019. Nous avons aujourd'hui ces problèmes en fait de opérationnaliser ces plans et de voir maintenant comment financer les différents projets qui ont été retenus. Voilà pourquoi parmi les recommandations que nous avons eu à faire, et nous avons entre autres la création d'une autorité organisatrice de la mobilité urbaine et durable, qui ne va pas seulement s'occuper de Kinshasa, parce que souvent lorsqu'on parle de la RDC, on voit que Kinshasa, mais j'aimerais t'informer que dans
à l'horizon 2030, la RDC va compter 10 villes millionnaires où on aura plus d'1 million d'habitants en dehors de Kinshasa qui sera une mégapole. Donc, c'est un défi important aujourd'hui, la mobilité urbaine, mais il faudrait qu'il y ait ces cadres qui permettent aujourd'hui de pouvoir en fait avoir une structure opérationnelle qui sera chargée de coordonner en fait cette politique de mobilité urbaine en RDC, de voir comment est-ce que les choses vont se faire. C'est là en fait que où se pose le plus, disons, c'est le plus grand déficit, c'est de pouvoir avoir une structure en fait opérationnelle qui sera chargée de coordonner la politique de la mobilité urbaine. Voilà pourquoi nous avons entre autres recommandé la création d'une autorité organisatrice de la mobilité urbaine et durable. Parce que nous avons un défi de climat qu'il faut avec disons tout ce qui vient avec la pollution, surtout dans des grandes mégapoles comme Kinshasa. Voilà pourquoi on s'est dit qu'il ne faut pas seulement parler d'une autorité organisatrice de la mobilité urbaine, mais ça doit être une mobilité urbaine durable. La durabilité au cœur de vos recommandations et surtout effectivement une autorité organisatrice de la mobilité urbaine durable au-delà de Kinshasa, mais aussi prendre en compte tous ces villes qui vont clairement monter en population, donc cet enjeu majeur d'urbanisation. Ceci met fin à la deuxième partie de cet entretien. Nous nous retrouvons dans 2 semaines pour la 3e et dernière partie, toujours avec notre invité Bodom Matungulu. Le développement de l'Afrique passera inévitablement par le développement d'infrastructures qui favorisent une croissance économique durable et inclusive, une économie du bien-être. Ceci fait du développement des infrastructures une affaire pour tous, une affaire de tous. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast Infrastructure et Développement. Ceci est un cadre d'échange pour vous. Partagez-le autour de vous et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous faire part de votre appréciation et de vos suggestions d'amélioration. À très bientôt pour un autre épisode.